Je voudrais prendre juste 3 minutes, je vous le promets, juste 3 minutes, ou moins, et décrire les circuits neuronaux impliqués dans la fixation et la poursuite des objectifs. Et il y a 2 raisons de faire cela. Tout d'abord, la biologie de la fixation et de la poursuite des objectifs est absolument magnifique. C'est incroyable que nous, ainsi que de nombreux autres animaux, ayons en fait ce circuit neuronal, et qu'il fonctionne de la manière dont il le fait. Mais il est tout aussi important de comprendre que lorsque nous avons une compréhension mécanistique, ou un cadre expliquant comment un protocole ou un ensemble de protocoles fonctionne, il devient beaucoup plus facile d'ajuster ces protocoles et de les personnaliser selon nos besoins uniques. D'accord, le circuit de fixation et de poursuite des objectifs comprend essentiellement 4 stations principales dans le cerveau. Bien qu'il soit important de souligner que chacune de ces stations possède un certain nombre d'autres connexions qui sont importantes pour l'ensemble du processus de fixation et de poursuite des objectifs. Mais nous pouvons réduire les choses à 4 grands centres ou stations dans le cerveau. Et ce sont les ganglions de la base, le cortex préfrontal latéral et le cortex orbitofrontal. En résumé, l'amygdale est une structure cérébrale présente en 2 exemplaires, un de chaque côté du cerveau. Elle est impliquée dans des circuits associés à l'éveil et à la stimulation du niveau de vigilance. Elle joue aussi un rôle dans la peur. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais elle joue aussi un rôle dans l'anxiété. L'amygdale intervient aussi dans des expériences à valence positive, pas seulement la peur et l'anxiété, mais aussi l'excitation et l'apprentissage. Les ganglions de la base comprennent de nombreuses structures cérébrales différentes. Mais pour la discussion d'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que les ganglions de la base comportent 2 voies principales, dont la voie Go, impliquée dans la génération des actions. L'autre est la voie No-Go, impliquée dans l'inhibition ou l'arrêt de l'action. Il est essentiel de comprendre cela, car pour chaque objectif, il faut se demander « Apprend-on une nouvelle compétence ou cherche-t-on à inhiber certaines actions ?» Et bien sûr, chaque fois que nous apprenons quelque chose, c'est un processus à la fois de génération et d'inhibition de certaines actions. Nous avons l'amygdale et les ganglions de la base, qui contiennent le circuit d'initiation Go et d'inhibition No-Go. Le cortex préfrontal latéral intervient dans la planification immédiate et à long terme, et cela va être un élément clé de la discussion d'aujourd'hui, car nous n'allons pas parler du cortex préfrontal latéral en tant que tel, mais nous allons parler du temps. La perception joue un rôle clé dans la définition et l'atteinte de nos objectifs, car il s'agit avant tout de savoir s'orienter. À la fois dans l'espace, savoir où nous sommes et ce que nous faisons, mais aussi dans le temps, savoir où nous en sommes sur ce chemin de progression vers la réalisation de notre objectif, ou franchir cette ligne d'arrivée, et, dans de nombreux cas, actualiser sans cesse ces lignes d'arrivée. Et la 4e structure est le cortex orbitofrontal qui, comme toutes les zones du cerveau, a tendance à être multitâche. Il fait beaucoup de choses différentes. Pour la discussion d'aujourd'hui, il faut comprendre que le cortex orbitofrontal évalue notre état émotionnel et d'excitation, en lien avec la poursuite de nos objectifs. Par exemple, sommes-nous heureux parce que nous ressentons des progrès ? Ou sommes-nous malheureux, frustrés, tristes ou en colère parce que nous avons l'impression de ne pas avancer ? Ou bien, d'une certaine manière, nous n'arrivons pas à entreprendre les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. D'accord ? Vous voyez maintenant que nous partageons tous les mêmes circuits neuronaux pour fixer et poursuivre des objectifs. Je trouve incroyable que vous vouliez atteindre un objectif physique, académique, professionnel, financier ou relationnel. Peut-être souhaitez-vous simplement mieux vous détendre. On m'a suggéré de viser cela. Eh bien, vous allez utiliser les mêmes circuits neuronaux pour chacun de ces objectifs. Je trouve cela incroyable, et je trouve aussi cela très rassurant, parce que cela signifie que, si nous nous concentrons sur les outils et protocoles ancrés dans la biologie de la fixation et de la poursuite des objectifs, comme nous comprenons qu'ils existent chez tous les humains, et en fait aussi chez d'autres animaux, eh bien, alors nous devrions avoir la plus grande confiance possible que nous atteindrons effectivement nos objectifs. Alors, comment allons-nous faire cela ? Eh bien, la première question que vous devez vous poser est « Quel objectif est-ce que je veux poursuivre ?» Et le premier protocole pour décider quel objectif vous voulez poursuivre est en fait assez simple. En termes de formulation, c'est simple, mais c'est assez complexe pour beaucoup de gens d'y répondre. Et c'est « Quel objectif spécifique allez-vous essayer de poursuivre ?» Parce que, devinez quoi, les amis, la plupart des gens qui poursuivent plusieurs objectifs en même temps échouent dans chacun.
C'est ce que j'appelle la refonte totale. Quand les gens se disent « D'accord, le 1er janvier, le mois prochain, la semaine prochaine, ou aujourd'hui, je vais commencer à faire de l'exercice, je vais commencer à méditer, je vais apprendre une langue, je vais apprendre à danser, je vais faire toutes ces choses différentes. » Et ça fait tout simplement trop d'objectifs. Je pense qu'ici c'est l'endroit approprié pour mettre en avant le mot priorité. Une priorité désigne littéralement une chose placée avant toutes les autres. De nos jours, on entend beaucoup parler de priorité, au pluriel, mais en réalité, nous devrions réfléchir à la priorité et définir notre priorité d'apprentissage pour une phase donnée. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut devenir plus en forme physiquement, ou si vous voulez apprendre quelque chose sur le plan cognitif, c'est formidable. Vous avez le droit d'avoir plusieurs objectifs, mais je vous recommande fortement de commencer par en choisir un seul. Bien sûr, vous ne négligez pas les autres aspects de votre santé mentale et de votre santé physique. Vous ne sacrifiez pas votre vie au service de cet unique objectif. On a tous vu comment ça se passe, et ce n'est pas beau. Mais plutôt que vous mainteniez des relations saines avec les autres aspects de votre vie, dans lesquels vous êtes compétent, ou principalement compétent, mais choisissez un objectif à atteindre. Le choix de cet objectif reflète vos valeurs, motivations et ressources. Mais il est très important que vous consacriez du temps sérieux à définir cette priorité, cet objectif unique pour cette première période de définition et de poursuite d'objectifs. Et dans un instant, je vais vous dire combien de temps cette période de poursuite d'objectifs devrait durer. Mais pour certaines personnes, la meilleure façon de définir quel objectif elles vont poursuivre, c'est d'écrire les différentes choses qu'elles veulent. Et ensuite, il s'agit essentiellement de rayer les différentes choses qu'elles sont prêtes à mettre de côté pour le moment et d'entourer. Elles vont se concentrer uniquement sur cela. Encore une fois, c'est très personnel. Cela va dépendre de vous, de votre passé, de votre présent, de votre avenir, de vos ressources, de tout cela. Mais avoir cette seule priorité va vraiment augmenter la probabilité que vous atteigniez votre objectif. Nous savons aussi, selon la littérature scientifique, que l'ambition de cet objectif influence votre capacité à l'atteindre. Et je pense que la plupart des gens croient à tort que si un objectif est facile à atteindre, il est plus probable qu'ils atteindront cet objectif. C'est évident, mais il a été prouvé que c'est l'inverse qui est vrai. Si un objectif est trop facile à atteindre, il semble qu'il ne mobilise pas suffisamment le réseau d'éveil. Cela implique l'amygdale, mais aussi tout un tas d'autres structures cérébrales, qui poussent les gens à entreprendre les actions nécessaires pour poursuivre continuellement cet objectif. Cela ne devrait peut-être pas surprendre. Pour apprendre quelque chose, nous devons amener notre système nerveux dans des états qui sont quelque peu inconfortables. Il s'agit d'états inconfortables, mais sûrs, mais ils doivent tout de même être inconfortables. Et nous allons en parler davantage au fil de l'épisode. Mais tout apprentissage réussi ou toute poursuite d'objectifs va impliquer des erreurs. Cela impliquera des échecs, de la frustration et de l'anxiété. Tous ces états d'esprit et du corps, en fait, font passer le cerveau en mode de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ils lui donnent la capacité de changer. Et cela devrait avoir parfaitement du sens, parce que si vous pouvez accomplir ce que vous devez faire facilement, il n'y a absolument aucune raison pour que les circuits neuronaux de votre cerveau ou de votre corps changent d'une quelconque manière. Pourquoi agirait-il ainsi ? Au contraire, ces états d'inconfort, frustration, anxiété, etc. représentent des changements neurochimiques qui permettent à la neuroplasticité de se produire. Les modifications neuronales, qui permettent aux neurones et circuits associés de fonctionner différemment, après un apprentissage. Donc la clé ici est double. Premièrement, définissez l'objectif prioritaire spécifique que vous allez poursuivre et mettez de côté toutes les autres poursuites d'objectifs. Et ce faisant, il est logique de poursuivre un objectif un peu plus ambitieux qu'un objectif plus banal. Ou si vous savez exactement quel objectif vous allez prioriser, essayez d'atteindre peut-être plus que ce que vous pensez pouvoir accomplir dans ce cadre précis. Dans l'objectif que vous priorisez, vous fixez un niveau de progrès ou de performance à atteindre. C'est un peu au-dessus de ce que vous croyez réellement pouvoir accomplir à ce moment-là. En faisant cela, vous allez inévitablement rencontrer de la frustration et de l'anxiété. Souvenez-vous du composant du circuit neuronal évoqué au début, le cortex orbitofrontal. Ce cortex orbitofrontal n'est pas qu'un élément d'un circuit neuronal. Il évalue notre ressenti au moment où nous poursuivons un objectif, tout en tenant compte du contexte.
Il a la capacité, par exemple, de voir que vous ressentez de l'anxiété, de savoir que vous êtes frustré. Mais maintenant que vous comprenez que l'anxiété et la frustration qui accompagnent les erreurs sont en réalité la porte d'entrée, c'est une étape essentielle pour modifier les circuits neuronaux, la neuroplasticité. Le cortex orbitofrontal en tient compte. Il peut obtenir des infos sur la neuroplasticité. Il peut recueillir vos informations sur la frustration actuelle et les associer pour que, quand vous ressentez cette frustration, vous percevez aussi ces erreurs. Avant, vous vouliez abandonner. Maintenant, vous savez que vous progressez littéralement. Vous modifiez littéralement ces circuits neuronaux dans le sens d'un meilleur apprentissage. Maintenant, il est également important de rappeler que la neuroplasticité, c'est-à-dire les changements dans les circuits neuronaux qui permettent d'aller une meilleure performance à l'avenir, ne se produit pas instantanément. La frustration lors de l'apprentissage ou de la poursuite d'un objectif déclenche la neuroplasticité, la véritable reconfiguration des circuits neuronaux qui permet une performance compétente et correcte, se produit pendant le sommeil profond et d'autres formes de repos profond. J'en ai déjà parlé en détail dans des épisodes sur la neuroplasticité et l'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus sur la neuroplasticité et obtenir un kit d'outils gratuit présentant le super protocole pour la neuroplasticité et l'apprentissage, utile au-delà de la poursuite d'objectifs, rendez-vous sur hubermanlab.com, ouvrez le menu, descendez jusqu'à la newsletter et inscrivez-vous gratuitement. Et vous recevrez cela sous forme de résumé. Je crois que c'est un PDF de 2 ou peut-être 3 pages. D'accord, donc revenons à la définition et à la poursuite des objectifs. Tout d'abord, vous devez fixer votre objectif. Vous devriez vraiment prendre le temps nécessaire pour définir votre priorité. Qu'allez-vous essayer d'apprendre ? Et ensuite, vous allez choisir un objectif qui vous semble vraiment difficile, qui donne l'impression qu'il pourrait même être hors de portée. Parce que cela va mobiliser les circuits neuronaux associés à l'éveil. Ils sont suffisamment motivants pour vous pousser à passer à l'action. Maintenant, je veux être très clair. Je ne suggère pas que vous choisissiez un objectif qui est impossible à atteindre, ou que vous croyez impossible à atteindre. Cela ne vous sera d'aucune utilité. Je conseille de choisir un objectif légèrement hors de portée. Ne vous inquiétez pas de savoir si c'est très ou un peu hors de portée. Choisissez quelque chose que vous êtes enthousiaste à poursuivre et que vous aimeriez vraiment accomplir. Fixez cet objectif et mettez simplement de côté tous les autres objectifs. Continuez à prendre soin des autres aspects essentiels de votre vie, pour votre santé mentale et physique. Mais concentrez-vous vraiment sur un seul objectif. Je vous promets que vous serez bien plus satisfait des résultats si vous pouvez vraiment établir une priorité. Donc, une fois que vous avez défini l'objectif spécifique que vous allez prioriser, il y a encore 2 choses à faire avant de commencer à poursuivre cet objectif. La première, c'est que vous devez définir les verbes spécifiques, les actions qui sont impliquées dans la poursuite de cet objectif. C'est essentiel. Beaucoup se fixent un titre, un objectif ou un état à atteindre. Ils vont dire « Oh, vous savez, je veux être riche » ou « Je veux être intelligent » ou ils vont dire « Je veux être en forme » ou « Je compétent dans une langue donnée ». Il est vraiment important d'ajouter plus de précision à votre objectif. En fait, il est important d'apporter beaucoup de précision à votre objectif et de vous concentrer principalement sur les verbes lorsque vous définissez cette précision. Il y a beaucoup de raisons à cela. Elles concernent à la fois l'augmentation de la probabilité d'atteindre votre objectif et le maintien de la motivation pendant que vous poursuivez cet objectif. Par exemple, au lieu de dire que vous voulez être en forme ou devenir un meilleur coureur ou nageur, vous voudriez être très précis sur le verbe que vous allez utiliser pour atteindre cet objectif. Maintenant, c'est assez évident dans le cas de la course ou de la natation. Je pense que tout le monde comprend que si vous voulez être un meilleur coureur, il va falloir courir. Si vous voulez être un meilleur nageur, il va bien sûr falloir nager. Mais il y aura probablement aussi d'autres comportements à adopter. Tout, de conduire à la piscine ou lasser vos chaussures. Il existe pratiquement une infinité de verbes liés à toute poursuite d'objectifs. Donc ce dont nous parlons ici, c'est vraiment de définir l'objectif sur une feuille de papier. Et je pense que c'est important. Vous devriez l'écrire. Et je pense que le processus de sélection de votre objectif, cette priorité, ainsi que la définition de la spécificité de l'action du verbe que vous allez poursuivre, devraient en être faits sur papier. Bien sûr, vous allez réfléchir, mais ensuite, vous devriez l'écrire. Voir les choses sur papier et les écrire à la main,
avec un stylo ou un crayon, a vraiment montré que cela engage les circuits neuronaux d'une manière différente que de taper avec vos pouces sur votre téléphone. C'est d'ailleurs une nouveauté dans l'évolution humaine. Je pense que c'est la première fois que nous écrivons avec nos pouces. Je ne sais pas. Je n'ai pas de machine à remonter le temps pour vérifier, mais je parie que cette affirmation est correcte. Écrire n'est pas seulement important, c'est aussi le moyen le plus efficace de fixer le savoir dans notre système nerveux. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'écrire les choses sur une feuille de papier lorsque vous définissez vos objectifs. Quand nous parlons de spécifier verbalement votre objectif, cela donnerait ceci. Disons par exemple que je veux, entre guillemets, être en meilleure forme, ou apprendre le français conversationnel, ou quoi que ce soit d'autre. Le jardinage. Peut-être que je veux construire un kiosque dans le jardin, ou une terrasse dans le jardin. La chose essentielle à déterminer, c'est quelle est la principale action à entreprendre pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, si tu veux être en meilleure forme, et que tu vas le faire principalement en courant et en faisant de la musculation, ou en nageant et en faisant de la musculation, sois très précis en définissant cet objectif prioritaire, comme je vais courir X kilomètres par semaine, ou je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine pour faire de la musculation. Bien que je recommande d'être encore plus précis que cela, je te conseillerais d'écrire littéralement. Je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine pour un minimum de 60 minutes, dont 50 minutes seront consacrées à un travail intense. D'accord, avec bien sûr du repos entre les séries, etc. Ou je vais assister à 3 cours par semaine, ou peut-être même juste 1 cours par semaine pour apprendre le français conversationnel. Et en plus, je vais passer 2 heures par semaine à pratiquer. Pour des problèmes de mathématiques, sous 2 mots, il faut d'abord définir la priorité, puis l'action verbale qui résume l'effort principal consacré à cette priorité. Donc courir dans le cas de la personne qui veut se mettre en forme en courant. La musculation, dans le cas de la personne qui veut se mettre en forme en faisant de la musculation, par exemple. Bien sûr, je recommande fortement aux gens de faire à la fois de l'entraînement en résistance et de l'entraînement cardiovasculaire, s'ils veulent vraiment être en forme. Ou, dans le cas de l'apprentissage des langues, de l'apprentissage du codage, du jardinage ou de quelque chose de ce genre, il s'agit vraiment de définir le verbe, les actions impliquées, et ensuite, il faut préciser la quantité de temps que l'on va essayer de consacrer chaque semaine à la poursuite de cet objectif prioritaire spécifique. Je me rends compte que ce processus en lui-même prend un peu de temps. Mais quand on regarde en arrière sur plus de 100 ans de littérature scientifique concernant ce qui mène à une fixation et une poursuite d'objectifs réussis, on constate encore et encore que ces 2 éléments dont nous parlons, la spécificité et la mesurabilité, sont primordiaux. Vous ne pouvez pas ignorer ces éléments si vous voulez atteindre vos objectifs. Que ce soit la méthode analyse des coûts, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel ou spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, ER. Tous ces acronymes ont été créés par d'autres avant cette conversation, pas par moi. Vous allez retrouver des éléments de spécificité et de mesurabilité qui reviennent encore et encore. Ce sont donc des caractéristiques essentielles de tout protocole pour définir et atteindre vos objectifs. Et je devrais mentionner que fixer des objectifs spécifiques. Définissez clairement les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs et la durée de votre engagement dans ces actions. Chaque semaine, pour atteindre ces objectifs, a un impact significatif sur la probabilité de réussite. Ce n'est pas un effet mineur. D'ailleurs, dans l'épisode original sur la définition et la poursuite des objectifs, j'ai évoqué la prétendue étude sur le recyclage. Je ne vais pas la décrire en détail maintenant, mais essentiellement, cette étude portait sur la motivation des gens à recycler davantage de produits recyclables sur leur lieu de travail. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque les gens étaient informés de l'objectif précis et des actions spécifiques à entreprendre. Quelle quantité pour un lot de déchets? Par exemple, après le déjeuner, il y a des boîtes, fourchettes, serviettes en papier. Quelle quantité de ces déchets allait-il essayer de mettre dans le recyclage plutôt que dans la poubelle? Cela a conduit à plus que doubler la réussite de cet objectif. Pour certains, cet objectif peut sembler trivial, mais le recyclage reste important. Ce résultat a été maintes fois démontré dans divers domaines de fixation et de poursuite d'objectifs. Donc, cette question de la spécificité, le fait de vraiment y consacrer du temps sur papier, de définir la spécificité des actions, quelles actions précises, puis de déterminer précisément combien de temps vous allez consacrer à chacune de ces actions. Chaque semaine,
Cela augmente considérablement la probabilité que vous atteigniez ce qui semblait auparavant être un objectif bien trop ambitieux. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la fixation d'objectifs, mais nous n'avons pas vraiment abordé la question de la poursuite des objectifs en elle-même. Je souhaite maintenant évoquer ce que la littérature scientifique considère comme le meilleur protocole pour initier la poursuite de nos objectifs. Pour cela, nous devons aborder des questions clés. Demandez-vous si vous souhaitez poursuivre cet objectif. C'est-à-dire, suis-je très motivé à poursuivre cet objectif, ou même un peu motivé à poursuivre cet objectif ? Est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il faut pour obtenir cette chose, pour accomplir cela ? Ou est-ce que je ressens de la résistance ? Ai-je vraiment envie de poursuivre cet objectif ? Ou peut-être qu'il s'agit d'un changement quotidien qui se produit, où certains jours tu es vraiment motivé et d'autres non. La raison de ces questions, c'est que les données montrent qu'il existe deux stratégies différentes. En fait, deux stratégies nettement distinctes que tu voudras intégrer, selon que tu sois motivé ou non à poursuivre cet objectif particulier, pour une raison ou une autre. Bien sûr, il existe une psychologie de la motivation, et tu pourrais consulter un thérapeute ou coach pour y travailler. Oui, cela peut remonter à des problèmes d'enfance. Cela peut aussi être lié à l'estime de soi. Impossible d'aborder tout cela en profondeur ici, car nous avons tous des circonstances, parcours et psychologie différents. Il existe cependant des principes universels que nous pouvons tous appliquer pour commencer à atteindre notre objectif. Et cela s'inscrit dans tout ce concept de savoir si nous devons ou non visualiser la fin et la réussite de notre objectif. Faut-il garder la fin en tête en poursuivant un objectif ou adopter une autre stratégie ? Voici comment cela fonctionne. Donc, si vous vous demandez « Est-ce que je veux atteindre cet objectif ?» Et j'espère que la réponse est oui, parce que l'objectif global devrait être quelque chose que vous voulez poursuivre. Cela devrait être quelque chose que vous désirez profondément accomplir. Ensuite, vous devez vous demander « Est-ce que je veux faire les choses nécessaires pour atteindre cet objectif ?» Peut-être ne voulez-vous en faire que certaines. Vous avez désormais précisément défini quelles actions faire, quels jours, combien d'heures et de semaines. Pour ces blocs de 12 semaines, vous pouvez simplement vous demander « Est-ce que je veux faire cette chose aujourd'hui ?» Et si la réponse est oui, eh bien, il s'avère que passez seulement 1 à 3, peut-être 5 minutes, mais même juste 1 minute. Visualisez le résultat. Le résultat positif bien sûr, et l'état émotionnel que vous pourriez ressentir. Évidemment, vous ne pouvez pas savoir sans machine à remonter le temps. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le futur, mais vous pouvez deviner comment vous pourriez vous sentir à l'avenir si vous atteigniez cet objectif. Passez 1 à 3, voire 5 minutes, dans une sorte de méditation, ou plutôt de visualisation, est peut-être la meilleure façon de le décrire. Réfléchir à ce ressenti, cet état, le résultat et les éléments qui y seront liés. Il s'avère que c'est une excellente pratique à adopter juste avant de commencer le travail de la journée en vue de cet objectif. Si vous arrivez à votre pratique, que vous vous présentez devant le piano ou vous asseyez à la table, ou peut-être manquez-vous même de motivation pour rejoindre le piano, votre carnet, l'ordinateur ou tout autre contexte, c'est que vous allez poursuivre votre objectif intérieurement, et vous avez, entre guillemets, du mal à trouver la motivation pour atteindre cet objectif. Eh bien, il s'avère alors, ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que visualiser la fin, garder la fin en tête, la visualisation positive de toutes les bonnes choses que vous allez vivre lorsque vous atteindrez cet objectif, ne sera pas une stratégie efficace pour vous motiver. Au contraire, si vous ne vous sentez pas motivé, alors, ce que la littérature scientifique nous dit, c'est qu'il faut en fait passer 1 à 3, voire 5 minutes. Visualisez l'échec. Visualisez à quel point vous vous sentirez mal si vous n'atteignez pas votre objectif. Visualisez des conséquences graves, peut-être surtout du genre à vous dire « Mince, je me suis fixé un objectif. J'ai planifié un bloc de 12 semaines, je l'ai quantifié. Je sais que je veux le faire ici, j'ai le temps de le faire, et je ne le fais tout simplement pas. » Dans ce cas, vous pourriez penser « Il faut se motiver. » Peut-être appeler ou envoyer un message à un ami pour être encouragé. La littérature scientifique montre que si nous manquons de motivation pour un objectif que nous voulons vraiment poursuivre, ici, je parle bien de poursuivre des objectifs bénéfiques pour votre santé mentale et physique, pas de ceux qui pourraient nuire. Eh bien, alors, si vous ne vous sentez pas motivé,
Vous devriez passer 1 à 3, voire 5 minutes à méditer, à vous concentrer sur ce que cela va faire de ressentir l'échec et sur le fait que vous n'êtes pas en train de réussir, mais bien en train d'échouer. Et je sais que cela peut sembler être un conseil assez dur, que ce protocole ressemble un peu à une forme d'autoflagellation. Ce n'est pas censé être de l'autoflagellation. En fait, cela ne devrait pas être de l'autoflagellation. Mais en réalité, ce que vous devez faire lorsque vous n'êtes pas motivé, c'est penser à l'échec et à ce que cet échec au bout de 12 semaines vous fera ressentir. Et la raison à cela, c'est que les données nous montrent que lorsque nous visualisons des résultats positifs, oui, cela libère certaines neurochimies dans notre cerveau et notre corps qui nous font nous sentir bien. Bien que, franchement, si vous avez entendu dire qu'imaginer quelque chose crée les mêmes états neurochimiques et circuits neuronaux dans le cerveau que de vivre réellement cette chose, ce n'est tout simplement pas vrai, c'est un mythe. Nous en avons parlé dans des épisodes précédents. Ce n'est tout simplement pas vrai. Mais si vous avez du mal à vous motiver pour atteindre un objectif que vous souhaitez vraiment accomplir, alors passez ce court moment à penser à quel point vous vous sentirez mal si vous n'y parvenez pas. Cela active des éléments de votre système nerveux autonome. Cela modifie la libération de substances comme l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, qui n'est en réalité pas la molécule de la récompense. C'est la molécule de la motivation. Et elle est associée à la douleur. Elle est associée aux pensées négatives. Et bien sûr, elle est aussi associée aux pensées positives. Et aux résultats. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes très motivé à faire quelque chose, vous êtes prêt à y aller. Consacrez 1 à 3 minutes, voire 5, à imaginer les résultats positifs à venir. Lorsque vous terminez finalement ce cycle de 12 semaines grâce à tout le bon travail que vous avez accompli. Si, cependant, vous n'êtes pas motivé, que vous ressentez que vous n'avez pas envie de faire cette chose, vous procrastinez, vous n'avez tout simplement pas envie de le faire. Oui, je veux atteindre l'objectif, mais je n'en ai pas envie. Dans ce cas, prenez 1 à 5 minutes. Et réfléchissez à quel point vous vous sentirez encore plus mal si vous n'atteignez pas cet objectif à la fin des 12 semaines, non ? Et cela, les données nous le montrent, mobilise certains éléments de votre système nerveux, de votre système hormonal. Ils vous motivent plus efficacement à agir et atteindre votre objectif que si vous ne les utilisiez pas, pour essayer de vous construire vers toute cette positivité. Donc oui, en effet, il y a une place pour la pensée négative. En ce qui concerne les outils ou protocoles pour initier et maintenir l'effort lors de la poursuite d'objectifs, nous devons considérer le temps précis ou la durée pendant laquelle nous essayons cela. Donc, par exemple, il existe des outils que vous pouvez utiliser pour rester motivé pendant le créneau d'1 heure d'apprentissage que vous faites. Par exemple, le lundi matin. D'autres outils et protocoles peuvent aussi être intégrés pour rester motivé chaque jour ou chaque semaine. Mais je pense que les outils les plus utiles seront ceux que vous intégrerez pour rester motivé au sein d'un bloc d'entraînement ou de pratique donnée, en vue d'atteindre votre objectif. Parce que ce que je viens de décrire il y a quelques minutes, c'était le processus pour démarrer votre travail quotidien, n'est-ce pas ? Vous vous demandez, suis-je motivé ? La réponse peut être oui ou non. Pour être quantitatif, donnez-vous une note de 1 à 10, 10 étant le plus motivé. Honnêtement, je suis plus subjectif que quantitatif pour ce genre de choses. Mais je sais que certains d'entre vous sont de vrais accros aux chiffres et que vous aimez vraiment tout quantifier. Tenez un journal et regardez en arrière, voyez comment cela se rapporte à votre sommeil. Certaines personnes ont cette orientation. D'autres, comme moi, préfèrent simplement s'asseoir et dire « D'accord, c'est le moment. C'est le moment de s'entraîner ou de pratiquer, peu importe ce que c'est. À quel point suis-je motivé ? Est-ce que je le suis ? Je ne sais pas, peut-être un 6 sur 10 ou un 7 sur 10. D'accord, je suis prêt à y aller. Je vais visualiser la fin avec un état d'esprit positif. Si je suis à 2 ou moins de 4 sur 10, je me dis que je ne suis pas très motivé. Donc, dans ce cas, je vais essentiellement me faire peur pour me pousser à travailler ce jour-là. Voilà comment tu démarres le travail chaque jour. Je t'ai donné quelques exemples rapides pour quantifier cela. J'ai mis environ 30 secondes à faire cet exemple à voix haute. Ça te prendra environ 30 secondes pour la faire. Mais encore une fois, si tu veux le quantifier plus en détail, l'écrire et le relier à d'autres choses, fais-toi plaisir. Tu as désormais un protocole scientifique pour démarrer chaque journée vers ton objectif. Maintenant, qu'en est-il du créneau d'1 ou 2 heures
ou peut-être de 90 minutes que tu vas utiliser pour poursuivre ton objectif. Et ici, il est très important que tu aies un certain nombre d'outils qui te permettront à la fois de définir le niveau optimal de concentration. Ainsi, tu te concentres vraiment sur la poursuite de cet objectif. Tu es concentré sur les actions concrètes qui vont t'y mener. C'est peut-être la meilleure façon de le dire. Et que tu puisses constamment mettre à jour ou renouveler ton niveau de concentration si jamais il commence à diminuer. Je précise que j'ai déjà consacré des épisodes entiers à la concentration et à son amélioration avec des outils comportementaux, notamment la méditation qui accroît la concentration. J'ai parlé d'outils nutritionnels, de compléments alimentaires, d'outils liés aux médicaments sur ordonnance. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Va sur hubermanlab.com, cherche Focus et tu y accéderas facilement. Non seulement ces épisodes et la boîte à outils correspondante, mais aussi les repères temporels spécifiques pour cela. Mais ce dont nous allons parler maintenant ne concerne pas vraiment comment augmenter la concentration en soi. C'est plutôt comment utiliser la concentration, en particulier la concentration visuelle, afin d'augmenter ou de maintenir votre niveau de motivation pendant une période d'apprentissage donnée, dans un créneau horaire précis. Lors d'une journée où vous poursuivez votre objectif, vous vous engagez dans cette pratique, qui, bien sûr, inclura de la frustration et de l'anxiété. C'est inévitable si vous voulez progresser. Et savoir comment instaurer cette motivation et la maintenir tout au long de cette heure, de ces 90 minutes ou de ces 2 heures est essentiel. Alors, comment fait-on cela ? Eh bien, il s'avère que c'est assez simple. En fait, votre capacité de concentration cognitive, votre aptitude à maintenir un cône d'attention étroit, ainsi que votre état de préparation physique et mentale pour accomplir une tâche, sont fortement ancrés dans votre système visuel. Comme je l'ai souvent dit, vos yeux sont en fait 2 parties du cerveau, pour être plus précis. Les rétines neurales qui tapissèrent le fond de vos yeux comme des croûtes de tarte sont littéralement 2 parties de votre système nerveux central, de votre cerveau, extrudées de la voûte crânienne lors du développement. Ces 2 parties concernent, et pour les auditeurs, je montre juste mes yeux. Vos yeux sont 2 morceaux de cerveau à l'extérieur de votre crâne, et vos yeux peuvent voir les choses de manière large. Vous pouvez adoucir votre regard et voir l'horizon ainsi que la périphérie de la pièce en relaxant vos yeux. Vous pouvez en fait le faire maintenant. En réalité, lorsque vous conduisez la plupart du temps, vous faites cela. Vous ne regardez pas un point focal particulier, vous voyez les choses avec ce qu'on appelle une vision panoramique. Vous pouvez aussi orienter votre regard vers un point précis, c'est ce qu'on appelle un mouvement oculaire vierge. C'est-à-dire que vous ramenez vos yeux vers le centre, un peu vers votre nez, et vous les concentrez dans un cône d'attention visuelle plus étroit. Vous pouvez le faire presque sans que les autres s'en aperçoivent. Si nous mesurions vos mouvements oculaires, nous verrions que vos yeux bougent en réalité vers l'intérieur, légèrement vers votre nez, en effectuant ce mouvement de vergence et en réduisant le cône d'attention visuel. Et ensuite, ils se détendent, pour se retrouver dans une position légèrement plus éloignée de votre nez. Pas les yeux eux-mêmes. Bien sûr, ils ne peuvent pas bouger dans les orbites, mais les pupilles de vos yeux s'éloignent un peu de votre nez, et vous êtes dans ce qu'on appelle la vision panoramique. Donc, essentiellement, ce que je dis, c'est que vous pouvez restreindre ou élargir votre attention visuelle, et c'est quelque chose qui peut demander un peu de pratique. Je vous conseille d'essayer et de vous entraîner. Tout le monde en est capable depuis la naissance. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite de la neuroplasticité pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez concentrer votre attention visuelle. Vous pouvez élargir ou détendre votre attention visuelle, et ainsi rétrécir ou détendre votre champ visuel pour qu'il soit plus petit ou plus grand. Il existe des données qui montrent que lorsque nous concentrons notre attention visuelle et que nous la maintenons sur un point précis, plusieurs choses se produisent. Tout d'abord, il y a une mobilisation des circuits au sein de ce qu'on appelle le tronc cérébral, qui libère ensuite des neurochimies augmentant notre niveau de vigilance et d'éveil. C'est exact. Quand vous concentrez votre attention visuelle sur un point précis devant vous et maintenez cette concentration, vous provoquez la libération de neurochimie qui augmente votre niveau général de vigilance dans le cerveau et dans le corps. A l'inverse, en vous détendant, votre concentration visuelle s'élargit. C'est la vision panoramique. Vous désactivez ce recrutement. Vous ne recrutez pas activement de molécules pour la relaxation dans le cerveau, mais vous désactivez cette libération de neurochimie associée à l'augmentation de la concentration et de l'excitation. Pourquoi est-ce que j'en parle dans le contexte de la poursuite d'objectifs ? Eh bien,
Si vous ressentez un manque de motivation à un moment donné au cours d'une période ou d'une séance d'entraînement, comme je l'appelle, cela peut être au début, cela peut être après 5 minutes, cela peut être après une demi-heure. Il serait judicieux de choisir une cible visuelle, idéalement une cible visuelle qui se trouve dans la zone générale du travail que vous essayez d'accomplir. En d'autres termes, si vous travaillez à un bureau avec une feuille de papier, vous dessineriez cette cible visuelle sur une feuille de papier, à peu près à la même distance que celle à laquelle vous lisiez ou regardiez de la musique. Vous pouvez voir à quel point j'ai peu joué du piano dans ma vie. Mais l'idée est que vous placez la cible visuelle à peu près à la même distance que celle à laquelle vous effectueriez votre travail particulier. Donc si vous faites un sport, la distance pourrait être de plusieurs mètres au loin, alors que si vous faites un travail de bureau quelconque, la distance pourrait être beaucoup plus proche. Et ensuite, vous concentrez vos yeux sur cet endroit, et vous travaillez activement à maintenir cette concentration, tout comme je le fais maintenant, en regardant la caméra pendant une période donnée. Et je vous recommande de régler un minuteur, et bien sûr de vous permettre de cligner des yeux, comme je viens de le faire, et d'essayer d'atteindre au moins 30 secondes, mais encore mieux serait 60 secondes, et encore mieux serait 90 secondes, de ce regard concentré de la Vierge. Où plusieurs événements surviennent, notamment le déploiement des neurochimiques du tronc cérébral mentionné précédemment, qui vont augmenter votre niveau d'excitation autonome, et également accroître encore davantage votre niveau de concentration. Je ne parle pas seulement de concentration visuelle, mais aussi cognitive. Il a aussi été prouvé que se concentrer sur un point précis, comme je l'explique ici, augmente la pression artérielle systolique. Comme beaucoup le savent, la pression artérielle est toujours présentée sous forme de 2 chiffres. Le premier chiffre est la pression systolique, qui correspond à la pression dans votre système vasculaire quand le cœur bat, lorsque le liquide de votre sang circule dans les artères, les veines et les capillaires de votre organisme. Le chiffre du bas indique la pression dans les artères, veines et capillaires entre les battements du cœur. Donc, c'est la systolique sur la diastolique. Et ce que nous savons, c'est que la concentration visuelle, et là je garde encore la mienne, face à la caméra. Donc, pour ceux qui écoutent, j'ai probablement cligné des yeux 1 ou 2 fois, mais j'essaie vraiment de maintenir ma concentration directement dans la caméra. Cette concentration visuelle élève la pression artérielle systolique et libère ces neurochimiques du tronc cérébral. Et nous savons aussi que cela peut favoriser la libération de molécules comme la dopamine et d'autres molécules associées ailleurs dans le cerveau, qui agissent ensemble de manière synergique pour augmenter notre niveau de concentration et de motivation. Cela s'appuie sur des travaux sur les circuits neuronaux, que je décris ici, et sur les recherches du laboratoire d'Emily Balchetist, qui ont montré que si les gens se concentrent sur une cible, sur une ligne d'arrivée, littéralement un emplacement physique dans leur environnement, puis qu'ils entament un travail, qu'il soit physique ou cognitif, non seulement ils ressentent un niveau d'effort perçu nettement inférieur pendant qu'ils effectuent ce travail, mais ils accomplissent également ce travail en beaucoup moins de temps. Ce qui signifie que, lors d'une séance d'entraînement ou d'un bloc d'entraînement donné, vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus de travail, et vous percevez cela comme moins pénible, ou nécessitant moins d'efforts que si vous n'aviez pas appliqué cette focalisation visuelle. Je le fais depuis un certain temps maintenant, face à la caméra. Je pratique cela depuis plus de 10 ans, notamment lors de l'enregistrement de podcasts ou de publications sur les réseaux sociaux. C'est en partie pourquoi on m'accuse souvent de ne pas cligner des yeux. Mais je veux rappeler aux gens que vous avez le droit de cligner des yeux, ne laissez pas vos yeux se dessécher. Il n'y a aucun problème à cligner des yeux. Cela n'affectera pas l'efficacité de ce protocole, mais je ne pense pas pouvoir vraiment exagérer à quel point ce genre de protocole est précieux. C'est purement comportemental, gratuit et totalement sûr tant que vous clignez des yeux. Et cela vous permet d'augmenter votre niveau de concentration, votre niveau de motivation, ainsi que la durabilité de votre concentration et de votre motivation pendant la poursuite de vos objectifs. C'est donc un protocole assez précieux à intégrer. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire une fois pendant 30 secondes, puis vous lancer dans ce que vous faites, que ce soit votre processus d'écriture ou votre séance de course. C'est quelque chose que vous pouvez faire de façon répétée tout au long de cette session d'apprentissage, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez pratiquer en dehors, un peu à l'écart de cette session d'entraînement, comme un moyen d'apprendre et de se familiariser avec. Vous pouvez ainsi l'intégrer rapidement, à plusieurs reprises, et plus efficacement lors de ces sessions d'apprentissage. C'est un outil précieux basé sur les circuits neuronaux et la neurochimie, que le laboratoire d'Emily Balchettis a démontré dans de nombreux domaines. Les activités physiques et cognitives,
aident à atteindre ces objectifs plus facilement, avec moins d'efforts perçus et plus rapidement. Nous pouvons maintenant détailler davantage l'intégration de cet outil ou protocole. Mais avant de le faire, nous devons reconnaître que tout ce qui favorise une meilleure concentration cognitive et des capacités physiques accrues reste valable. Vous devriez toujours essayer de bien dormir autant que possible dans votre vie. Vous devez toujours bien manger. Vous devez toujours essayer de limiter votre stress. Nous avons des épisodes de podcast liés à tous ces sujets. Nous avons des boîtes à outils disponibles gratuitement pour tous ces sujets. Je ne prétends pas que cet entraînement de la concentration ou de la fixation visuelle soit l'unique outil à intégrer. C'est un outil que vous voulez superposer à la base de tout ce qui vous amène à votre pratique avec la meilleure cognition possible, la meilleure préparation physique possible. Et cela, lorsqu'il est ajouté à cette base d'un excellent sommeil, d'une excellente nutrition, de connexion sociale, de lumière du soleil le matin, etc., va augmenter vos chances de rendre ces sessions d'apprentissage aussi efficaces que possible. Certains se demandent sûrement, augmenter sa tension artérielle, c'est mauvais, pourquoi le faire ? Eh bien, il s'avère que cela augmente la pression artérielle systolique. Se concentrer sur une cible visuelle ou une ligne d'arrivée est temporaire et totalement sûr. En résumé, cela stimule ou renforce l'activité du système nerveux autonome. Cela déclenche le déploiement de ces substances chimiques et de ces circuits neuronaux, qui vous permettent ensuite d'être motivé pendant un certain temps. Mais ensuite, il s'agit d'une augmentation transitoire de l'excitation autonome. C'est pourquoi, peut-être toutes les 20 minutes, ou peut-être à chaque heure, vous pourriez vous arrêter. Faites un exercice de ciblage visuel de 30 ou 60 secondes, puis replongez-vous dans votre processus, quelle que soit la manière dont vous poursuivez votre objectif. Je dois aussi préciser que si vos yeux fatiguent, pendant que vous poursuivez votre objectif, passer en mode vision panoramique est aussi une bonne idée. La façon la plus simple de faire cela est de sortir ou d'être à l'extérieur et de regarder un horizon sans fixer un point particulier sur cet horizon. À l'intérieur comme moi, détendez simplement vos yeux. Clignez plusieurs fois pour éliminer ce mouvement oculaire de la Vierge. Visualisez en même temps les coins, les côtés, le sol et le plafond de la pièce. C'est une bonne façon d'expliquer comment, soi-disant, détendre vos yeux et vous sortir de ce mouvement oculaire de la Vierge. Et je dis cela parce que beaucoup de gens ressentent, lorsqu'ils poursuivent leur objectif, que c'est assez fatigant. Donc, il faut se rappeler de respirer, n'est-ce pas ? Vous devez continuer à respirer pendant que vous poursuivez votre objectif. Et vous devez certainement rester visuellement concentré sur votre objectif. Donc, vous êtes mentalement concentré sur votre objectif et vous êtes motivé. Parfois, vous vous détendez, relâchez la pression, adoptez une vision panoramique, puis reprenez la poursuite de votre objectif. Maintenant, il y a quelques autres protocoles qui peuvent ressembler tellement simples, mais franchement, qui sont tellement efficaces que je serais négligent de ne pas les mentionner. Le premier d'entre eux est en fait quelque chose que j'emprunte à Tim Ferriss, qui a fait une publication sur Instagram à laquelle nous mettrons un lien, et que je trouve tout simplement spectaculaire. Voici 30 choses qu'il aurait voulu savoir à 20 ans. Même si Internet propose de telles listes, celle-ci est particulièrement impressionnante. Ce sont des choses que j'aurais aussi aimé savoir quand j'avais 20 ans, mais aussi à 30 ans, à 40 ans, et ainsi de suite. Mais un point en particulier sur cette liste de 30 est particulièrement pertinent en ce moment, c'est celui-ci. La meilleure application de productivité est déjà sur votre téléphone. Activez le mode avion, ou mieux encore, et c'est celle-ci que j'essaie vraiment d'appliquer. Simplement éteindre le téléphone et l'éloigner pendant mes séances de sport, ou mes tentatives d'apprendre une langue, ou d'apprendre quoi que ce soit. Je comprends que certains doivent garder leur téléphone pour communiquer avec leur famille ou collègues. C'est bien si vous avez besoin de votre téléphone, mais dans la mesure où vous pouvez vous éloigner des distractions, cela va certainement améliorer votre capacité à vous concentrer sur ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Ça va presque sans dire, c'est un peu évident. Et pourtant, je pense que beaucoup de gens cherchent partout l'application de productivité, l'astuce secrète, le truc. Cela les rendra productifs. Et il existe souvent des actions à entreprendre pour l'être davantage. Nous allons évoquer certaines aujourd'hui, certaines ont déjà été abordées, mais il y a aussi des choses à éviter. Ne laissez pas votre téléphone face vers le haut avec Wi-Fi et cellulaire activé si vous souhaitez rester productif sans l'utiliser. Idéalement, vous l'éteignez, le retournez ou le mettez dans une autre pièce. Parfois, je le laisse même dans la voiture fermée.
La chose la plus extrême que j'ai faite pour éviter d'utiliser mon téléphone en poursuivant un objectif, c'était au début, lorsque j'avais mon laboratoire. J'écrivais plusieurs demandes de subvention en même temps, ce qui demande énormément de travail. Le matin, j'entrais au laboratoire et confiais mon téléphone à un étudiant ou un postdoc en demandant de ne me le rendre qu'à 17h. Et si je le redemande, si jamais je le demande? Une fois que tout le monde dans le labo reçoit 500, il y avait pas mal de gens dans mon labo. Donc, ça représente un coût important. Et je dois vous dire, il y a eu de nombreuses fois dans la journée où j'ai pensé impulsivement « Bon, je vais avoir besoin de mon téléphone. Mince, je n'ai pas envie de devoir le faire. » Et je voulais aussi leur montrer que je pouvais créer un système d'incitation qui me permettrait en gros de me forcer à faire le travail. À leur grand désarroi, je n'ai jamais eu à rien leur verser. Bien que lorsque nous avons obtenu les subventions, et même lorsque nous ne les avons pas obtenues, je les ai tous invités à dîner. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de la façon d'aborder la définition et la poursuite des objectifs à, dans et autour des moments spécifiques où l'on s'engage dans ces activités. La définition et la poursuite des objectifs, la rédaction des objectifs, la définition des objectifs, le choix du moment, puis les véritables séances d'entraînement ou de pratique pour atteindre cet objectif. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est de la façon de se présenter à tout cela dans le meilleur état d'esprit et de corps possible afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons encore beaucoup à faire pour, entre guillemets, réussir. Se montrer sous notre meilleur jour, là où nous aurons le plus de chances de donner le meilleur de nous-mêmes, et d'apprendre lors de ces sessions. Des choses comme avoir un sommeil suffisant, s'exposer à la lumière du soleil tôt dans la journée, une alimentation adéquate et appropriée, des liens sociaux, et ainsi de suite. Nous avons déjà abordé cela dans des épisodes précédents, donc je n'en reparlerai pas. Il est important de reconnaître que le contexte de vie est la qualité du sommeil. Ce qui se passe dans notre vie personnelle va aussi influencer des choses comme la motivation et, franchement, même notre capacité à identifier ce qui est important. Parce que, vous savez, si nous faisons face à une crise de santé ou si quelqu'un de proche traverse une crise de santé, notre attention a tendance à être détournée vers cela. Je tiens à le souligner, car c'est essentiel pour définir votre engagement dans ces démarches et toutes celles à venir. Cela dit, il y a quelque chose que vous pouvez faire afin d'essayer d'optimiser votre capacité à vous concentrer et votre niveau de motivation pendant la poursuite de vos objectifs. Il existe des données et protocoles très intéressants que je n'ai jamais abordés dans ce podcast, mais qui sont pertinents pour la discussion d'aujourd'hui. Et cela concerne nos soi-disant rythmes circadiens de l'attention. Nous avons des rythmes solides dans notre capacité à nous concentrer et dans notre niveau de motivation, qui varient au cours des 24 heures, c'est-à-dire du cycle circadien, avec une régularité rythmique. Cela est indépendant de l'intensité de notre désir d'atteindre un objectif ou de la peur de l'échec, n'est-ce pas? La motivation, la peur de l'échec, le désir, tout cela demeure vrai. Mais nous avons tous un rythme naturel de montée et de descente, puis de retour à la montée, et à la descente de nos niveaux d'attention et de motivation. Et c'est quelque chose qui a été magnifiquement décrit dans la littérature scientifique. En fait, je vais fournir un lien vers ce que je considère comme une très bonne revue sur ce sujet. C'est une revue de Pablo Valdez, publiée en 2019 dans le Yale Journal Biology and Medicine, intitulée « Rythme circadien de l'attention ». Et il y a beaucoup d'informations dans cette revue, mais nous pouvons en extraire quelques éléments précieux. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se lance dans la poursuite d'un objectif, ce qui est particulièrement difficile, cela va nécessiter un niveau de motivation et de concentration vraiment élevé. Sachez qu'il y a 3 moments dans la journée où vous pouvez atteindre le plus haut niveau de concentration et d'attention. Et bien sûr, cela variera en fonction de l'heure à laquelle vous vous êtes couché le soir et de l'heure à laquelle vous vous réveillez. Les rythmes circadiens varient naturellement, mais la plupart remarquent que leur attention et motivation sont à leur maximum. 30 minutes, 3 heures et 11 heures après le réveil. D'accord, donc 30 minutes, 3 heures et 11 heures après le réveil. Et cela est lié à un certain nombre de principes biologiques importants concernant les variations circadiennes de la température corporelle, qui sont également liées aux variations circadiennes. Cela signifie des changements au cours du cycle de 24 heures, dans la libération de certains neurochimies spécifiques. Donc, la quantité de dopamine et de sérotonine disponible pour être libérée par un objectif, une poursuite ou une récompense. Il s'agit de neurochimie et de circuits neuronaux. Mais ces niveaux accrus de concentration et de motivation, qui surviennent naturellement,
quel que soit l'objectif que l'on essaie d'atteindre. En fait, que vous essayez ou non de poursuivre un objectif. 30 minutes, 3 heures et 11 heures après le réveil, votre concentration et motivation seront à leur sommet durant le cycle de 24 heures. Maintenant, en vous disant cela, j'imagine que certains d'entre vous se disent « Super, je vais planifier ». Une session de poursuite d'objectifs 3 heures après le réveil, et une autre 11 heures après le réveil. Parfait. Si cela convient à votre travail et à votre vie, relations comprises. Formidable. Cependant, je ne veux pas que ce protocole de 30 minutes, 3 heures et 11 heures soit considéré comme une règle. Et voici pourquoi. La plupart des gens n'ont pas un contrôle énorme sur leur emploi du temps. Des choses comme le travail, la famille et d'autres obligations les contraignent quant au moment où ils peuvent s'entraîner. Et même si je pense qu'il est extrêmement important de planifier l'heure précise, ou à peu près l'heure précise, même si c'est un oxymore, autrement dit, une période avant 9h du matin, ou entre 9h et midi, où vous allez poursuivre votre objectif, vos efforts, vos démarches. J'ai déjà parlé de cela dans des podcasts précédents. Certaines personnes réussissent en planifiant un créneau précis, comme de midi à 14h pour écrire. D'autres personnes, comme moi, s'en sortent un peu mieux si elles se fixent une contrainte, mais qu'elle reste un peu plus large. Je vais faire de l'exercice avant 9h, à n'importe quel moment avant 7h. Ou je vais m'engager dans l'apprentissage des langues, à un moment donné entre, disons, 18h et 21h. Je choisis ce qui me convient le mieux, sans heure précise. Les gens diffèrent selon qu'ils préfèrent une heure précise ou une plage horaire. Installer ce type de barrière, c'est finalement s'avouer qu'on ne le fera pas ensuite. Mais, et c'est très important, le plus important est que vous poursuiviez réellement votre objectif. Et j'ai vécu ça récemment. J'essaye de courir davantage en ce moment, même si j'aime toujours faire de la musculation. Je cours 3 fois par semaine, et j'essaie d'augmenter la durée. J'ai évoqué dans mon épisode sur le protocole de forme physique optimale, plutôt que de faire une longue course hebdomadaire et 2 plus courtes ensuite. Allez voir cela, ou consultez le PDF résumé en 1 ou 2 pages selon votre préférence. Mais quoi qu'il en soit, en ce moment j'essaie d'allonger la durée de mes courses, j'apprécie simplement cela. C'est un peu un retour en arrière pour moi. À l'époque où je faisais du cross-country en terminale au lycée, c'était la période où je me préparais pour l'automne, alors je prends plus de plaisir à courir. Et juste la semaine dernière, j'ai eu l'expérience de vivre un dimanche très chargé. C'est souvent le jour où je cours le matin, ou fais une randonnée en journée. Je n'ai pas eu le temps de le faire, car j'avais d'autres tâches importantes. J'ai alors constaté qu'il était 21h et... 21h sont arrivées, 22h sont arrivées, et j'ai commencé à me dire que j'aurais aimé aller courir. Mon lundi allait être chargé. Alors, qu'ai-je fait ? J'ai couru à 22h, chose que je n'avais pas faite depuis l'université ou le lycée. J'ai finalement couru 90 minutes, de 22h à 23h30. Ce n'est vraiment pas le moment idéal pour moi d'aller courir. En fait, je me disais « Oh, ça pourrait perturber mon sommeil ». Mais en réalité, ça ne l'a pas fait. Je suis rentré, j'ai pris une douche, j'ai mangé un petit quelque chose, ce que je ne fais normalement pas aussi tard, et j'ai dormi comme un bébé, et je me suis senti super bien. Le lendemain, je me suis réveillé à mon heure habituelle. Ce qui m'amène à un autre fait scientifique important qui concerne le protocole et la flexibilité du protocole. J'ai appris cela d'un collègue de l'école de médecine de Stanford, du laboratoire du sommeil. J'ai l'intention de l'inviter en tant qu'invité sur ce podcast. Ce que j'ai appris, c'est qu'une grande partie de nos sensations subjectives d'énergie et de bien-être pendant la journée sont liées. Cela dépend non seulement de la qualité et quantité de notre sommeil, mais aussi de notre perception positive des expériences passées et de notre vision optimiste de la journée à venir, voire de la journée en cours. Poursuite, expérience. Donc, en d'autres termes, la façon dont nous ressentons notre performance de la veille et la façon dont nous percevons ce que nous allons entreprendre au cours de la journée peuvent augmenter notre énergie. Et cela peut sembler évident pour beaucoup d'entre vous. Mais de nos jours, alors que moi et beaucoup d'autres parlons autant de l'importance du sommeil, qui est bien sûr essentiel, vous voulez vraiment bien dormir autant de nuits que possible dans votre vie. Et si vous ne dormez pas beaucoup une nuit donnée, j'espère que c'est pour des raisons qui vous plaisent, des choses positives comme une fête ou un mariage, ou, vous savez, laissez libre cours à votre imagination. Mais il est aussi vrai que lorsque nous accomplissons avec succès quelque chose que nous nous étions promis de faire, nous en ressentons une grande satisfaction. Et si cela signifie que nous dormons un peu moins, ou que nous devons faire notre séance d'entraînement, vous savez, à 15h ou à 14h, un moment de la journée, où normalement, notre attention est au plus bas, nous devons utiliser 20 outils différents, ou un seul outil de 20 façons pour réussir cette séance.
Le fait de l'avoir accompli nous laisse un sentiment d'accomplissement. Je suis certain qu'il existe des neurochimies et hormones qui reflètent cela, même si j'ignore lesquelles exactement. C'est presque certain que cela implique la dopamine et d'autres neurochimies. Mais l'idée n'est pas de devenir réductionniste à ce sujet. L'idée, c'est que oui, une attention et une concentration accrues se produisent naturellement. 30 minutes, 3 heures et 11 heures après le réveil. Mais ce qui est vraiment important dans tout ce processus de fixation et de poursuite d'objectifs, c'est de le faire, de passer à l'action, de fixer l'objectif. Pour être précis, rendez-le quantifiable, fixez un moment, concentrez-vous sur des actions concrètes et agissez. Le problème du milieu, c'est que les gens ont tendance à avoir beaucoup de motivation au début de la poursuite d'un objectif. Même si vous savez que certains manquent parfois de motivation au début lorsqu'ils poursuivent leur objectif. Donc, ils doivent penser aux échecs et à quel point tout sera terrible. Et alors, ils auront certainement de la motivation. Ce sera une motivation basée sur la peur. Mais en général, les gens ont tendance à avoir plus de motivation au début lorsqu'ils poursuivent un objectif. Et à la fin, lorsqu'ils s'approchent ou commencent à percevoir la ligne d'arrivée. Mais la plupart des gens rencontrent ce qu'on appelle le problème du milieu, où, au milieu d'une session d'apprentissage, au milieu de la semaine ou au milieu d'un cycle de 12 semaines, ils sont moins motivés. Cela a été quantifié dans de nombreuses études, et il existe plusieurs façons de résoudre le problème du milieu. La plus simple consiste à l'admettre, à reconnaître qu'il va arriver. Et donc, quand cela arrive et que vous ressentez une baisse de motivation, peut-être même un taux d'échec plus élevé, que vos performances ne sont pas aussi bonnes et que vous commencez à être frustré. Savoir que c'est un processus naturel que tout le monde traverse. Savoir cela peut parfois aider les gens à traverser cette période jusqu'à un certain point. Ensuite, ils peuvent ressentir la fin de la phase d'apprentissage, où ils peuvent sentir qu'ils font des progrès, que la ligne d'arrivée est là, et alors ils retrouvent cette augmentation de motivation. Cependant, parfois, le problème du milieu est tel que les gens ont besoin de certains outils pour le surmonter. La meilleure façon de surmonter le problème du milieu, ou, en fait, pour l'éliminer, c'est de faire du milieu d'une session d'apprentissage une chose à part entière que vous reconnaissez. Sa présence et la division en 3 sessions distinctes. Ici, il s'agit de diviser la session d'apprentissage d'1 ou 2 heures en une phase initiale, où vous avez soit une motivation naturelle, soit vous utilisez la visualisation basée sur la peur pour augmenter votre motivation. Vous vous appuyez là-dessus, et supposons maintenant qu'il s'agit d'une session d'apprentissage d'1 heure. Et puis, vers la 25e minute, vous commencez à ressentir une baisse de concentration. Vous utilisez peut-être le protocole de cible visuelle, mais retournez ensuite à votre session d'apprentissage sans grande motivation. C'est difficile. Votre esprit vagabonde, vous avez envie de prendre votre téléphone, vous avez envie de faire autre chose, vous vous surprenez à faire autre chose. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre, disons, la période de 25 à 45 minutes pendant la session, et la diviser en peut-être 3 ou même 4 segments de temps plus courts. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du découpage en segments. Le découpage en segments, c'est diviser quelque chose en parties plus petites et réalisables. C'est ce que nous évoquons ici. Mais en réalité, diviser cette partie centrale d'une session d'apprentissage en segments plus petits peut être très efficace pour éliminer essentiellement le problème du milieu. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui vont être vraiment pointilleux, vous allez dire « Attendez, vous prenez ces 20 minutes de la 25e à la 45e minute dans votre session d'apprentissage d'1 heure et vous la divisez en 4 petits segments. Et dans ces 2 segments du milieu, je vais ressentir le problème du milieu, pour ces 2 segments du milieu. Ah eh bien, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Heureusement, lorsque vous décomposez les choses en morceaux suffisamment petits, vous éliminez le problème du milieu et vous ressentez une motivation soutenue. L'interprétation extrême serait de mesurer chaque instant d'une session d'apprentissage et de maintenir une motivation constante. Si vous pouvez vous concentrer. 10 secondes, pourquoi ne pas découper votre temps en tranches de 10 secondes? À un moment, surveiller ou découper ces intervalles devient une distraction de vos vrais objectifs. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est de reconnaître le problème intermédiaire, n'est-ce pas? Nous sommes plus motivés au début et à la fin de nos sessions de poursuite d'objectifs qu'au milieu. Ensuite, il suffit de diviser cette section centrale en 3 ou 4 parties plus petites.
Et si vous avez besoin d'incorporer des éléments comme le protocole de cible visuelle, 1, 3 ou peut-être même 8 fois dans cette section du milieu, qu'il en soit ainsi, cela vous aidera à avancer avec plus de concentration et de motivation. Et ce que je viens de décrire peut, bien sûr, s'appliquer aux périodes d'effort plus longues, qui ne se produisent pas seulement lors d'une seule séance d'apprentissage, mais peut-être tout au long de la semaine. Par exemple, si vous apprenez une langue, ou faites du sport 4 jours par semaine, le planning pourrait être lundi, mercredi, vendredi et samedi. Vous remarquerez qu'en milieu de semaine, la séance du mercredi est souvent celle où vous êtes le moins motivé. Pour une raison quelconque, il peut y avoir n'importe quelle raison pour laquelle la motivation est plus faible au milieu de la semaine. Cela n'a pas d'importance. Eh bien, dans ce cas, vous voudriez d'abord reconnaître la présence du problème du milieu. Donc, vous voudriez reconnaître que la séance d'entraînement du mercredi est sujette au problème du milieu, parce que c'est effectivement le problème du milieu. Elle se trouve entre les entraînements du lundi et du vendredi. Abordez-la en sachant que ce problème existera, et que vous allez avoir besoin d'outils et de protocoles qui vous permettront de le surmonter. Par exemple, en prenant cette séance d'1 ou 2 heures le mercredi, et en consacrant un peu plus de temps à un protocole de cible visuelle au début pour augmenter un peu plus votre concentration. Visualisez l'échec. Si vous vous sentez démotivé, cela signifie pas motivé en langage geek. Ah, motivé à faire cette séance du mercredi. Et vous voudriez diviser cette séance du mercredi en plus petites parties. Donc, au lieu de voir cette séance de 2 heures, vous pourriez la diviser en une série de petites sessions d'apprentissage de 15 minutes, réalisées consécutivement, l'une après l'autre. En agissant ainsi, vous avez transformé cette séance du mercredi, qui deviendra sûrement l'une de vos plus motivantes. Le problème du milieu existe, il faut le reconnaître, et utiliser des outils adaptés pour le surmonter, quel que soit le délai. Découpez le milieu et abordez les choses avec plus de vigueur et de détermination. Tout comme vous le feriez. Vous savez, si vous courez et qu'il y a toujours une côte difficile, vous devez vraiment vous préparer à attaquer cette côte.